Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie, les Mondes Invisibles, avec Sidney Tegbo, mon ami, pour accéder à la supraconscience. Waouh, je trouve que rien que le titre déjà est tellement alléchant. Et puis quand vous allez savoir de quoi ça parle, je pense que vous allez encore plus rester scotché là où vous êtes à votre place sans bouger pendant une petite heure ensemble. Parce que d'où provient la véritable magie? Quelle est la différence entre le supramental et la supraconscience? Qu'est-ce que la transfiguration? Comment atteindre notre corps de gloire? C'est dans la matière, figurez-vous, que se trouve le secret de la conscience. Mais pour le percevoir, il nous faut avant tout intégrer ce qu'est véritablement le réel. Et ainsi, dans cette conférence, nous allons comprendre quel était le grand secret des prophètes et mages de tous les temps, aborder la 9e loi universelle et réaborder les 8 autres, définir la véritable nature de la matière, envisager notre connexion à la conscience universelle et enfin décrire comment atteindre un état supraconscient. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas le connaître, notre Sidney international, qui aujourd'hui nous parle depuis la France, figurez-vous, ça change. Eh bien, c'est en 2015 qu'il s'est éveillé au monde invisible suite au décès d'un parent. Je sais qu'il a alors développé des dons de médium qui se transformeront par la suite en canal de fréquences multidimensionnelles. Et il a la chance alors d'être pris sous son aile par différents chamans, magiciens et occultistes qui l'initièrent de par le monde à leurs arts mystiques. Je vous disais international. Il a vraiment parcouru pas mal d'endroits et en 2020, il a fait un séjour en Amazonie avec les Indiens d'Amazonie et il a établi une connexion à son âme groupe. Alors l'âme groupe, c'est un peu le moi supérieur pluriel qui lui transmet des enseignements qui révolutionneront à tout jamais sa vision du réel. Et il tente encore aujourd'hui d'en comprendre certains concepts. Et il nous livre, pour nous, depuis plusieurs mois, sa vision, ce qui lui a été transmis. Et il bouscule certaines de nos croyances. Et après, on n'y adhère pas. Mais en tout cas, on y réfléchit. Et merci, Sidney, d'être avec nous ce soir une nouvelle fois. Waouh, quelle introduction. Merci Stéphanie. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et je me sens très honoré de pouvoir partager avec vous toutes ces informations parce que pour moi, c'est vraiment, ça donne un sens en tout cas à mon parcours et à ma vie en fait. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, ce soir, la conférence que je vous livre, entre guillemets, que je vous transmets, c'est la plus avancée, on va dire, de toutes les conférences que j'ai pu faire avec vous. Et c'est aussi la plus importante, voilà, parce que c'est celle qui pose les bases vraiment de cette nouvelle humanité qui est en train d'émerger depuis, on va dire, l'ère du Verseau, mais surtout ces dernières années. Il y a vraiment cette émergence que Rudolf Steiner avait prédit, on va dire, il y a 110 ans, 115 ans. Voilà. Alors, le truc, c'est que je vais devoir partir de concepts et de principes que j'ai expliqués dans certaines précédentes conférences, notamment la conférence sur la multidimensionnalité, celle de l'abondance et celle, la première que j'avais fait avec vous, au-delà de la source. Alors, je vais résumer les points importants de ces conférences-là pour ceux qui ne les auraient pas vues, mais je vais résumer très vite parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est simplement pour vous faire un petit rappel. Et je vais partir du principe que c'est des informations qui sont, entre guillemets, déjà des fondations pour percevoir ce que je vais vous transmettre ce soir. Donc, si vous avez besoin d'un rappel ou d'approfondir, n'hésitez pas à les regarder. Et sinon, voilà, je vais passer donc assez vite sur les points que j'avais abordés dans les conférences, parce que c'est détaillé dans les conférences, bien sûr. Alors, dans la première que j'avais fait avec l'Académie, au-delà de la source, j'avais abordé l'idée qu'il existe une énergie préalable à ce que nous nommons la source. Et que lorsque notre part divine se rend compte qu'elle provient de cette
énergie du néant, et que l'amour qui la nourrit apparaît depuis ce rien, alors à ce moment-là, on va dire, notre âme est submergée par ce sentiment. Et ça nous permet enfin d'incarner l'être divin que nous sommes et que nous avons toujours été. Grâce à cette perception que tout provient du néant. Mais pour arriver à ça, lors de cette conférence, j'avais abordé qu'il était nécessaire de passer les gardiens du seuil, notamment le premier et le deuxième. Donc ça, vous pourrez voir un peu plus en détail ce que sont les gardiens du seuil. Et dans l'atelier que nous avions fait alors, nous avions pu atteindre cette idée de point zéro, au-delà de la source, et nous avions pu ouvrir notre cœur aux différentes dimensions de l'être. Voilà. Donc ça, tu étais avec moi, Stéphanie, je pense que tu t'en souviens. Dans la conférence sur la multidimensionnalité, il y avait plusieurs points qui ont été abordés, mais le seul qui nous intéresse ce soir, c'est sur l'énergie, l'onde, la lumière. Et nous avions dit que la lumière était à la fois particule et onde, et que dans les ondes lumière, il y avait deux types d'ondes, les ondes électromagnétiques et les ondes scalaires. Les ondes électromagnétiques sont des ondes sinusoïdales, donc qui montent et descendent, dans lesquelles on peut retrouver les ondes lumière, les ondes radio, les micro-ondes, et tout type d'ondes, les rayons gamma, et ainsi de suite. Le deuxième type d'onde de la lumière, c'est les ondes dites scalaires, qui se déplacent en vortex spiral, donc un petit peu comme des ressorts. Et finalement, ces ondes rentrent en résonance avec notre ADN, car elles ont une structure identique. Et c'est ainsi que, grâce à ces ondes scalaires, nous pouvons avoir une mise à jour de notre être profond, et ainsi faire, grâce à certaines techniques, vibrer l'ensemble de notre corps, de nos cellules, de nos organes. Et notre corps agit ainsi comme un récepteur à ondes scalaires, ce qui permet, on va dire, une mutation profonde de notre être. Voilà. Donc ça, c'est aussi important pour ce soir. Nous avons abordé le fait que ces ondes scalaires étaient activées grâce notamment à deux paramètres importants, parce que les ondes scalaires sont mécaniques et électriques, contrairement aux ondes électromagnétiques qui sont électriques et magnétiques. Donc les ondes scalaires ne sont pas magnétiques, elles sont mécaniques. Et elles sont activées par notamment le son. Et les ondes sonores donc, sont de nature mécanique. D'ailleurs, le son nous atteint quand on a tous fait des concerts près de la grosse enceinte qui vibre dans notre corps. Et voilà, donc on voit bien le principe mécanique du son, on est poussé. Et donc, c'est pour cela que ça agit autant sur nous, le son. Et donc, dans l'atelier sur la multidimensionnalité, nous avions appris à nous mettre dans cet état de cohérence par rapport aux ondes scalaires et ainsi à modifier notre vibration et à accéder à un nouvel état d'être et donc à une évolution de nos structures internes et de notre ADN. Voilà. Sur la conférence sur l'abondance alchimique, nous avions vu les 7 premières lois universelles qu'on retrouve dans l'hermétisme, donc de Hermès Thoth, Hermès Trismégiste, et dans un ouvrage notamment intitulé Le Kybalion, qui est la base un petit peu de toute la spiritualité moderne, on va dire. Si on a lu le Kybalion, on a à peu près tout lu. Les 7 lois, rapidement, donc, la première, c'est la loi du mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Donc, en gros, notre réalité est en interaction avec nos pensées. La deuxième loi, c'est la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La troisième loi, c'est la loi de la vibration, aussi appelée la loi de l'attraction. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Un petit peu comme ce qu'avait dit aussi Nikola Tesla. La quatrième loi, c'est la loi de la polarité. Tout est double, les pôles opposés peuvent se concilier, tout a deux extrêmes, les extrêmes se touchent, tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse, il y a deux faces à chaque chose. Voilà. La cinquième loi, c'est la loi du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue, puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à sa mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Voilà, donc ça nous indique vraiment le mouvement universel entre les pôles. La sixième loi, c'est la loi de causalité.
toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi, une loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, rien n'échappe à la loi. Donc finalement, nous avons en nous le pouvoir de changer notre expérience de la matière. La 7e et dernière loi du Kybalion, c'est la loi du genre. Il y a un genre en tout principe a sa polarité masculine et féminine. En gros, pour nous permettre d'atteindre notre unité, il faut réunir en nous nos polarités masculines et féminines, et ainsi nous atteignons cet état de complétude et de totalité de notre être. Voilà, donc ça c'était les 7 lois du Kybalion. Et la 8e que nous avions abordée lors de la conférence sur l'abondance alchimique, c'était la loi de la nécessité. Il y a d'une part les facteurs et les circonstances, et de l'autre les nécessités. C'est la fusion des nécessités et des circonstances qui fait que le monde existe. Donc ça nous avait permis d'accéder à la véritable abondance, au-delà de la loi d'attraction, et surtout de percevoir les mécanismes à l'œuvre dans le monde, au-delà de nos perceptions. Voilà. Donc, voilà un résumé des... On va dire, j'en ai fait 5 avec vous, ça c'est la 6e. Donc, je vous redis, il y en a 3 qui sont vraiment importantes pour ce soir. Donc, c'est vraiment la première qui était sur au-delà de la source. Après, je ne sais plus si c'était la 2e ou la 3e sur la multidimensionnalité. Et enfin, la dernière que j'ai fait juste avant, en novembre, sur la loi de la nécessité, donc sur l'abondance alchimique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une... Il y a Mireille qui nous dit c'est très intéressant, je sens que l'on va apprendre beaucoup de choses. Et oui Mireille, si vous avez été là pendant les précédentes conférences, on apprend toujours beaucoup de choses avec Sydney et on croit qu'on a tout entendu, que ça y est là, ça nous a déjà tout chamboulé. Et non, il arrive encore à trouver des choses qui continuent à nous titiller et à nous faire aller encore plus loin dans la réflexion. Merci Sydney pour tout ça. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, Stéphanie, ça va être encore le cas ce soir. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, donc les 7 premières lois sont des lois universelles transmises par Hermès Thoth, Hermès Trismégiste. Et la 8e, la loi de la nécessité, c'est une loi donc, qui m'a été transmise par l'âme groupe dont tu as fait l'introduction au début de la conférence. Cette 9e loi, qui est celle que nous allons aborder, qui va être le centre de notre conférence de ce soir, est aussi une loi qui m'a été transmise par l'âme groupe, mais beaucoup plus récemment. Voilà. Donc, la 9e loi, c'est la loi du zéro. Tout provient de rien, et rien n'existe réellement, à part en lui-même, car rien est un infini. Alors nous allons expliquer cela. Cette loi du zéro ne peut pas du tout être appréhendée par le mental. Et c'est pour cela qu'elle va nécessiter une véritable expérience intérieure, un état de conscience particulier pour être pleinement intégré du principe de la loi du zéro. Il y a autour de nous un certain nombre de phénomènes, d'éléments invisibles, et comme des pans entiers de la réalité que nous ne pouvons pas percevoir, car dans d'autres vibrations, dans d'autres dimensions, comme nous l'avions étudié lors de la conférence sur la multidimensionnalité, et ces autres dimensions, finalement, vibrent à une autre vitesse que la nôtre, et donc les particules qui composent ces autres dimensions de la réalité ne sont pas perceptibles par nos sens. Tout ce qui est en dehors de notre dimension vibre à une certaine vitesse et nos appareils ne peuvent pas le mesurer, mesurer ces vibrations. On pourrait dire qu'il y a finalement des ondes ou des fréquences qui sont au-delà donc de la matière connue et qui pourraient être appelées comme des ondes primordiales. Au moment de la création de notre monde manifesté, de l'univers, tel que nous le percevons aujourd'hui, il s'est passé un certain nombre de phénomènes qui ont permis à ce qui est d'être, et seulement une partie ont été compris au jour d'aujourd'hui
et à nos connaissances scientifiques actuelles, à part pour certains, bien sûr, grands mystiques. On va dire, pour les cartésiens et pour la science moderne, il n'y a qu'une partie des phénomènes qui ont permis au monde d'exister, qui ont été perçus. Parmi certains phénomènes qui n'ont pas été perçus, il y a le zéro. Le zéro, finalement, c'est une énergie du neutre, du néant, et ce n'est pas une force inerte et stagnante. Le zéro est une énergie créatrice. On a tendance à voir le zéro comme une annihilation de tout et un point mort. Le zéro est tout sauf ça. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Si on arrive à percevoir toutes les subtilités de cette neutralité, alors nous comprenons grâce à ça que c'est vraiment la clé principale de l'ouverture des autres dimensions, des autres mondes et même des autres univers. Ce zéro, tel que nous tentons de l'aborder aujourd'hui, est en lui-même un infini et il n'est pas rien. Il y a à l'intérieur du zéro une infinité d'intensités de zéro. Le zéro, quelque part, peut être graduellement mesuré, mais pas tel que nous en sommes capables aujourd'hui. Dans nos instruments de mesure actuels, zéro, c'est zéro. C'est pour ça que c'est un principe que je tente de vous transmettre aujourd'hui qui est nouveau. C'est finalement toutes les nuances de zéro. En mesurant graduellement le zéro, on change totalement de manière de percevoir le monde. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de zéros différents. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être déranger, choquer, mais je suis obligé de vous le dire. L'univers ne provient pas du Big Bang. Et c'est bien pour cela que les scientifiques se cassent les dents sur cette question et ne réussissent pas à expliquer la création de l'univers par le Big Bang. Lorsque nous tentons de concevoir le Big Bang, nous percevons une création partant de rien. Et donc, nous tentons d'expliquer comment tout est apparu de rien, car nous n'avons pas une réelle compréhension de ce rien et de ce zéro qui, en fait, est gigantesque et qui n'est pas rien. Le zéro contient tout le multivers. Ce n'est donc pas un rien, c'est une porte. C'est un œuf quelque part. Et c'est une immense clé. Maintenant, nous allons tenter de comprendre pourquoi. Nous sommes entourés de vide. Et nous sommes imprégnés de vide. C'est le vide, d'ailleurs, qui nous permet d'avoir cette conversation. C'est le vide qui permet au son de se propager. C'est le vide qui permet aux ondes Wi-Fi, aux ondes Internet de circuler. Sans le vide, il n'y aurait pas ce moment de partage entre nous. Nous sommes entourés de vide entre nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Il faut savoir que notre corps est fait de 99,99% de vide. Donc, nous sommes avant tout vides. Ça, c'est très dur à percevoir parce que ce n'est pas du tout intuitif. Si nous comprenons que chaque atome de matière et même de non-matière est principalement fait de vide, alors nous comprenons que c'est dans ce vide que se trouve la clé du monde manifesté et donc de la conscience. Alors nous comprenons que la source de tout ce qui est n'est pas le Big Bang, comme il a pu être dit, mais le vide. Tout l'univers ne provient pas d'un point unique, très très chaud, contenant toute la lumière qui a permis au monde d'exister, mais le monde que nous connaissons provient bien du vide. Et c'est un piège dans lequel on est tous tombés, de chercher la source de toute chose dans la lumière. Quelque part, il y a confusion chez les spirituels entre le Big Bang et la source. On a tendance à penser que même le divin, alors certains, je ne vais pas du tout rentrer dans un débat sur Dieu, ce n'est pas le sujet, je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais on va dire que c'est la source de toute chose, Dieu, et pour beaucoup de gens, en tout cas qui ont dépassé les points de vue religieux, ceux qui ne l'ont pas fait ont bien raison, encore une fois, je ne fais pas un débat sur
pour ou contre les religions. Je dis juste que nous avons tendance, en tout cas dans le milieu scientifique, notamment avec le livre des frères Bogdanov qui s'appelait Le visage de Dieu, qui était finalement une carte sur l'empreinte du Big Bang, c'est-à-dire sur finalement, il y a eu cette confusion depuis longtemps entre le Big Bang et la source, notamment à cause du livre donc des frères Bogdanov, Le visage de Dieu, qui était finalement une carte du résidu ce qu'on appelle le fond cosmologique, c'est-à-dire de l'empreinte de l'explosion du Big Bang. Et donc, on s'est dit que finalement, Dieu, c'était quelque part le Big Bang, en tout cas pour les scientifiques. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mes croyances. Si là, je peux intervenir, j'ai entendu un des frères, justement, Bogdanov, sur scène, et il expliquait que le Big Bang, ok, il y a eu le Big Bang, mais qu'avant le Big Bang, il y avait peut-être forcément autre chose, donc une information ou autre chose. Et justement, c'était là tout l'objet de la recherche finalement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Voilà, voilà, juste. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, donc je me permets. Moi aussi. Donc le sujet n'est pas le Big Bang, mais merci Stéphanie pour ton intervention. Il y a bien sûr cette théorie qui dit que avant le Big Bang, il y a eu une contraction d'un univers précédent, et que finalement, c'est une suite de contraction et dilatation, et que au moment de la contraction de l'univers, ça crée un phénomène qui rebondit, donc c'est la théorie des univers rebonds, et l'idée que cet univers est finalement le rebond d'un univers précédent. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qui est dit, mais ce n'est pas ce qu'on va dire ce soir. Voilà. Donc finalement, moi, personnellement, je vais parler de moi pour éviter de faire des confusions. J'ai longtemps pensé, en tentant d'avoir ma propre compréhension des mécanismes à l'œuvre, que tout provenait, on va dire, de la source, et que cette source pouvait être assimilée avec ce qu'on a appelé le grand soleil central. Et ce qu'on pourrait appeler le grand soleil central, finalement, c'est le grand trou noir au centre de l'univers, autour duquel les galaxies tournent. Et après, il y a le soleil central qui est le centre des galaxies, qui sont elles-mêmes reliées aux étoiles et qui sont reliées aux planètes, et ainsi de suite. Comme un immense... vous savez, ce qui pend dans les chambres des enfants avec les trucs qui tournent autour des uns des autres, je ne sais plus le nom. Un mobile. Un mobile. Voilà. Exactement. Et en fait, que donc l'origine du monde est la source, et que la source est l'origine apparente de tout. Alors, ce que nous apprenons grâce à la loi du zéro, c'est que ce n'est pas le cas. C'est du zéro que tout provient. Et on va dire que le Big Bang est la source de l'énergie qui permet à la matière de s'activer, mais il n'est pas la source de tout ce qui est. Pour percevoir cela, nous avons besoin de comprendre que le zéro appartient au supra-réel, c'est-à-dire qu'il n'est perceptible qu'au-delà de la réalité. Et seule la conscience qui a été déverrouillée peut l'appréhender. Et cette conscience qui a été déverrouillée à la perception du zéro, c'est une supraconscience. Voilà. Dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons voir en quoi le zéro remet en question les lois de polarité et de rythme. Mais déjà, je voudrais savoir si vous avez des premières questions par rapport à l'introduction, et on va dire une première partie du développement sur cette 9e loi, donc la loi du zéro. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été un peu inattentive à ce moment-là, pourtant je suis là. Mais là, j'ai pas tout bien compris ta loi du zéro et supraconscience. Ok, je vais réexpliquer plus simplement. Alors,
il est important de percevoir finalement que tout ce qui nous entoure provient de rien et que ce que nous percevons comme étant rien est quelque chose, mais qui agit dans un autre plan et dans une autre dimension au-delà de nos sens. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous percevons du vide autour de nous que c'est du vide, mais pour percevoir que ce n'est pas du vide, il nous faut quelque part accéder à la supraconscience. Donc la supraconscience est la clé qui déverrouille notre perception de la réalité et qui nous permet d'appréhender comment, finalement, la matière a été créée et d'où provient tout ce qui est. Sans cette perception du zéro, il nous est impossible de comprendre ce qui nous entoure. C'est-à-dire que finalement, l'explication du Big Bang ne suffit pas et est totalement, on va dire, à côté de la plaque quant à l'explication du monde qui nous entoure. La matière provient du zéro, et donc ce que nous considérons comme étant zéro n'est qu'un pont. Et c'est un pont qui n'est pas un point unique comme serait la source. En d'autres termes, la source n'est pas un point chaud au centre de l'univers qui dirige tout, mais simplement la source de l'énergie, et la matière provient du vide et du néant. Et en percevant que l'ensemble de la conscience provient de ce vide et pas d'un seul point, nous pouvons enfin appréhender la conscience telle qu'elle est. C'est-à-dire que la conscience n'est pas, encore une fois, un point unique. La conscience est des milliards de milliards de milliards de milliards de zéros qui nous entourent. C'est-à-dire que la conscience se manifeste à travers la matière et non pas à travers l'énergie. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la conscience ne provient pas d'un point unique que nous nommons la source, mais que la conscience provient du néant et du vide, et la conscience infuse toute la matière, et en accédant à la supraconscience, nous accédons aux clés du réel et de la matière. Et ainsi, il nous est possible de déverrouiller totalement cette expérience que nous avons du réel. Je ne sais pas si c'est plus clair. Alors, il y a Faraz qui nous dit, si j'ai bien compris, le zéro est un vide plein. Le zéro est un pont. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui nous entoure est comme une infinité de portails. C'est comme si, en fait, chaque particule qui nous entoure est un portail. Et ce portail est en apparence constitué de rien, mais en fait, c'est comme un pont. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, tout autour de moi, toutes les particules de vide sont des ponts pour la matière. Et cette matière vient de cette apparence du vide. Voilà. Je vous ai dit que c'était la plus pointue de toutes. Hein. Voilà. Oui, j'avoue. Et il y a Lélia qui dit, en 2 mots, le zéro, le néant est le créateur absolu. Oui. Dieu qui a créé la source, la lumière, l'ombre, etc. D'où les religions qui ont retranscrit Dieu est tout autour de nous et partout, la force créatrice est partout où il y a du vide. Oui. Oh, bravo Lélia. Sachant que le vide... Premier bon point de la soirée. Sachant que le vide est même dans la matière, puisque 99,99% de la matière est faite de vide. Voilà.
Et pendant l'atelier que tu vas nous proposer le lundi 19 décembre, pour ceux qui pourront être là en direct, c'est là que justement tu vas nous donner encore plus de clés concrètes pour cheminer vers notre être supraconscient. Puis tu bien vas sûr. nous permettre de percevoir, de percer et de voir la matière. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite, comme ça je vous le dis tout maintenant, et je reviendrai sur ma question ensuite. Nous allons pendant cet atelier également recevoir une activation énergétique pour déverrouiller nos perceptions subtiles. Nous allons comprendre notre véritable interaction avec ce qui est en tant que créateur. Nous allons savoir comment utiliser ces compréhensions dans notre vie quotidienne, parce que oui, ça c'est quand même assez intéressant de pouvoir effectivement, s'il y a une façon de l'utiliser au quotidien, et nous allons pouvoir intégrer notre véritable essence. Si vous nous regardez donc en replay sur YouTube, le lien sera dans la description pour vous inscrire à l'atelier de Sydney. Si vous êtes sur notre site, eh bien vous cliquez sur Je rejoins les ateliers et vous allez y arriver. Il faut savoir que là, l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez peut-être reçu la newsletter qui en parlait. On a décidé, nous avons entendu et nous avons vu autour de nous tous les soucis financiers que peut engendrer les diverses crises depuis quelques années. Donc, exceptionnellement, pendant une période indéterminée, les ateliers seront tous téléchargeables et seront tous à 27,50 €. Donc, vous voyez, les téléchargeables, c'était 57 €. La non téléchargeable, c'était 37. Et bien maintenant, il n'y a plus que la téléchargeable, il y a 27,50 €. Donc, on veut vraiment que vous puissiez accéder au plus de connaissances possibles pour que vous puissiez justement avancer. Et là, je vais pouvoir faire une habile transition sur ma question. Qu'appelles-tu notre être supraconscient ? Alors, je reviens justement sur, je fais une parenthèse dans la parenthèse, sur justement l'atelier. Le mot percevoir. Donc, je vous disais que dans l'atelier, nous allons comprendre le sens de percevoir. Percer pour voir. Et on est complètement là dans l'idée du zéro. C'est-à-dire, c'est finalement percer le vide pour pouvoir réellement voir au-delà du voile de l'illusion. Et là, c'est la quintessence de la supraconscience. C'est accéder à la véritable nature de la matière et du vide. C'est un petit peu comme si on avait la capacité d'avoir un compas et de faire un trou dans une feuille de papier pour pouvoir faire un cercle, par exemple. Et ce trou, finalement, serait le passage de la conscience. Voilà. Voilà exactement ce que j'essaie de vous dire avec l'exemple le plus simple possible d'un trou de compas dans une feuille blanche. Voilà pour faire un cercle. C'est un ami qui m'a parlé de cet exemple il y a quelques jours et je le trouve génial. Et ça, c'est vraiment la perception de la loi du zéro. Voilà. Donc ta question, c'était qu'est-ce que être un être supraconscient ? Ouais, c'est quoi accéder à notre être supraconscient? Donc, c'est ce que tu vas nous proposer, entre autres, dans l'atelier. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est quoi notre être supraconscient? Alors justement, c'est notre être qui a déverrouillé ses capacités de perception pour voir au-delà du voile de l'illusion les choses telles qu'elles sont réellement et qui finalement comprend que les clés du monde ne sont pas dans ce point chaud qu'on appelle la source ou qui ne sont pas un état type d'illumination, mais bien au sein de la matière elle-même que se trouvent les clés de tout ce qui est. C'est-à-dire, finalement, l'être supraconscient, il n'est pas un être qui tente d'atteindre un point unique qu'on nommerait Dieu, la source ou tout ce que vous voulez, mais qui va comprendre que c'est en devenant des milliards de points qu'il accède à la véritable essence des choses. C'est un petit peu comme la compréhension des alchimistes. C'est-à-dire, les alchimistes ont compris que c'est dans la matière
que réside la conscience universelle. Et ce n'est pas dans l'énergie, mais c'est bien dans la matière. La matière est le grand miracle de la création. Et ce n'est pas une prison dont il faut se défaire, mais la clé de tout. Et la matière, c'est aussi le vide. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà de la matière, il y a le vide, et dans le vide, il y a les clés de tout. Et finalement, atteindre cet être supraconscient, c'est avoir la possibilité de percevoir cela. Alors, je vais essayer de vous donner d'autres exemples pour illustrer un petit peu tout ça, sauf s'il y a d'autres questions avant que j'attaque la deuxième partie. Alors, il y a effectivement d'autres questions et je voulais souhaiter la bienvenue à Lélia qui nous a rejoint là déjà pour le direct ou en tout cas pour l'atelier du 19 décembre pour donc accéder à notre supraconscience. Félicitations, elle avait eu un bon point tout à l'heure. Elle a un second bon point. Mon Dieu, bravo, ce soir c'est ta soirée. Et sinon, effectivement, donc nous avons des questions. Mireille Girard qui dit, vous expliquez très bien, mais on a du mal à comprendre ça avec notre mental. C'est comme le temps qui n'existe pas, c'est à s'arracher les cheveux. Et effectivement, et si vous étiez à la conférence sur l'abondance alchimique, Sidney nous explique qu'il a fait une sorte de tour de la Terre où il est parti un jour et il est arrivé une journée avant le jour où il était parti en temps terrestre, on va dire. Donc effectivement, là, ça vous fait ouais, c'est un peu bizarre. Mais ça explique pourquoi le Père Noël arrive à livrer tout le monde en une seule nuit. Donc c'est quand même finalement assez logique. Et donc Mireille dit, on y accède par une puissante méditation, je suppose, en parlant de notre être supraconscient. Alors, comme je vous ai dit, la première phrase que j'ai dit au début de la conférence pour me dédouaner, c'est « Pour bien appréhender cette conférence, il va falloir, en gros, vous débarrasser du mental. » C'est-à-dire que c'est impossible de l'appréhender avec notre être incarné. Voilà. Je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Nous prenons conscience, lorsque nous cheminons dans l'éveil, que nous sommes tous un. C'est-à-dire qu'au-delà de mon enveloppe corporelle, au-delà de mon apparence séparée de vous, je comprends qu'à un certain niveau, nous sommes tous un. Je suis vous et vous êtes moi. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous concentrés dans un seul point. Cela veut dire que finalement, la conscience infuse la matière de partout. Finalement, quand on dit qu'on est tous un, c'est que on est quelque part, tous, d'une certaine manière, cette conscience, et que cette conscience qu'on appelle la conscience est présente à travers toute la création. Mais que pour y accéder réellement, il faut être capable, quelque part, de la percevoir dans rien. Voilà. Et dans le rien. C'est-à-dire que il y a un certain nombre... Alors, justement, la réflexion de Mireille est importante parce qu'elle pose une question sans le savoir, auquel je vais répondre. En fait, ce qu'elle demande, c'est finalement, est-ce que la loi du zéro, c'est ce qu'on appelle la méditation du point zéro. Et oui et non. C'est-à-dire que, quelque part, le point zéro, donc cet état de méditation où l'on se recentre en soi, un petit peu où on fait le vide, c'est une expérience où on choisit d'accueillir tous les aspects de la création simultanément en nous. Et ainsi, on fait l'expérience du non-jugement et de l'acceptation de tous les états possibles, ombre, lumière, polarité et tout ça, dans cet état d'accueil et d'amour. Dans la première conférence que j'avais faite avec vous sur
au-delà de la source, justement, nous avions fait cette méditation du point zéro pour ouvrir notre cœur à la multidimensionnalité. Et nous avions vu comment il y avait plusieurs dimensions du cœur qui permettaient d'accéder aux différentes dimensions de la matière. Donc, quelque part, cette méditation du point zéro est un point de départ pour accéder à la compréhension de la loi du zéro, mais ce n'est pas la loi du zéro. Il y a aussi une confusion avec ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu, qui est une approche, pareil, d'équilibre entre les polarités. Un petit peu comme l'a illustré la vie de Siddhartha, qui est le nom du Bouddha avant qu'il soit Bouddha, qui a grandi dans l'opulence, puis qui a décidé de devenir un ascète, donc sans se nourrir et à vivre de prana, on va dire, pendant des années, et qui a vu que ce n'était pas la solution d'être ni dans un extrême, ni dans l'autre, et qui a choisi la voie du milieu, qui est quelque part la voie de l'harmonie et de l'équilibre, et qui consiste à dire que finalement, la solution n'est pas dans les extrêmes. Voilà. La loi du zéro, ce n'est aucune de ces deux lois. Voilà, ce n'est ni la voie du milieu, ni l'accession au point zéro. Même si, encore une fois, la voie du milieu ainsi que le point zéro permettent d'y accéder. Mais ce n'est pas ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est encore plus embrouillé ou pas. Alors, il y a 2 questions justement qui vont dans le sens que tu viens de dire. Mylène, rassurez-vous, je poserai votre question, mais j'avais envie d'abord de passer celle de Fatima qui dit « On accède à la supraconscience par la pleine conscience du vide, du zéro, en modifiant notre fréquence vibratoire, en la passant sur une fréquence inconnue ?» Inconnue de nous aujourd'hui, j'imagine. Alors, c'est vrai, c'est à 90% ça. Voilà. C'est-à-dire que finalement, le vide est un passage. Sans la compréhension du vide, c'est-à-dire que si par exemple je cours partout, je ne peux pas comprendre ça, ce que j'essaie de vous dire. Donc à un moment, il faut que je ralentisse et que je m'arrête, de toute façon. Donc j'ai besoin aussi bien d'un vide de mouvement, c'est-à-dire d'arrêter de courir. J'ai besoin aussi de me poser, j'ai besoin de fermer les yeux, j'ai besoin de me recentrer sur moi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le zéro n'est pas inerte. Et le zéro est un troisième axe. Donc c'est ce que nous allons aborder dans la deuxième partie, mais je voudrais d'abord finir sur les questions, mais on va dire que la précédente remarque est très proche, en tout cas, de la compréhension de ce que je tente de vous faire parvenir. Et Fatima a tout compris parce qu'elle vient de nous rejoindre également pour l'atelier, ainsi que Samira. Et j'avais envie de dire justement, les 10% qui manquaient dans sa compréhension, c'est ce qu'elle va peut-être recevoir en vivant cet atelier. On va les ressentir sans doute, ces 10% justement qui manquaient. Et du coup, je profite pour switcher sur la question de Mylène. Vous avez vu, en plus, je suis bilingue. Les ondes scalaires permettent de déverrouiller la conscience pour la supraconscience, point d'interrogation. Évidemment, oui, évidemment. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, j'ai pris le parti avec l'académie de faire un maximum de conférences avec chaque atelier. C'est-à-dire que plutôt que de faire une conférence avec plein d'ateliers, je me suis dit, je vais faire des conférences à chaque fois avec un atelier pour qu'on puisse y aller progressivement. Et encore une fois, là, on est sur la 9e loi. Il y a la 10e loi pour la prochaine fois. C'est-à-dire que, en gros, les ondes scalaires permettent une forme de mutation de notre être qui nous permet d'accéder à ce que Rudolf Steiner nommait la nouvelle humanité. Alors à l'époque, il parlait de race,
parce que c'était un mot qui était moins connoté qu'aujourd'hui, il disait la sixième race. On peut dire la sixième humanité avec le vocabulaire d'aujourd'hui. On va dire que Rudolf Steiner, mais c'était en 1900, je sais, peut-être même 1800 et quelques, je ne sais plus, il parlait justement qu'à l'ère du Verseau, il y allait avoir cette nouvelle humanité, et cette nouvelle humanité, elle est supraconsciente. Elle ne peut être rien d'autre que supraconsciente. Et finalement, la supraconscience, c'est la clé de l'homme de demain. C'est pour ça que c'est ultra important de comprendre cela. C'est difficile, je sais, mais ça ne peut pas se comprendre par le personnage. Le personnage, c'est ce que j'appelle l'avatar, c'est-à-dire la part humaine. Vous ne pouvez le comprendre que par votre moi supérieur, quelque part. Votre part de conscience que nous avons tous en commun. Voilà. Donc, les ondes scalaires, finalement, le son permet, avec l'information, en mélangeant du son et de l'information, comme nous le faisons certaines fois dans certains des ateliers, mais pas à chaque fois, mais dans certains ateliers, justement, nous avons, par les ondes scalaires, déverrouillé, je crois que c'est notamment sur l'activation de la multidimensionnalité, qui était très puissante, parce que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'étais dans la force, comme on dit. Mais en tout cas, ça vraiment, en plus j'étais en voyage, enfin c'était dans des conditions pas du tout cool, mais à ce moment-là, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Donc vraiment, il y a vraiment un déverrouillage justement au niveau des ondes scalaires dans l'atelier sur la multidimensionnalité. Et donc, les ondes scalaires, finalement, oui, c'est aussi par les ondes scalaires que l'on atteint ce niveau vibratoire permettant de passer de l'autre côté de la bulle de la réalité. Et donc d'accéder à cet être supraconscient qui finalement rayonne dans toutes les dimensions, au-delà de la matière visible. Quelque part, c'est ça. C'est accéder à l'ensemble de ces fractales, de ces polarités, de ces dimensions, et de les réunir tout en simultanément les incarner. Voilà. Donc, j'essaie petit à petit de vous faire digérer tout ça. Je suis désolé que ça soit... J'essaie vraiment de le faire le plus simple possible en plus. Voilà. Eh bien, ça fonctionne. On commence à déblayer le terrain, on va dire. Et Lélia, d'ailleurs, qui demande, en fait, le point zéro en nous est-il une projection infime du zéro? C'est un des zéros. Voilà. C'est une très bonne remarque. Et nous avons... Lorsque nous atteignons le point zéro à l'intérieur de nous, nous atteignons une particule. Et nous déverrouillons une des particules de la conscience. Imaginez maintenant que nous réussissions à atteindre le point zéro dans chacune des molécules qui constituent notre être. Imaginons que finalement, l'idée n'est pas d'atteindre le point zéro en nous, mais en tout. Et qu'il y a dans chaque chose qui nous entoure une infinité de points zéro. Et donc, ce serait le zéro. Et justement, Régine nous dit, est-ce que le vide, le point zéro, c'est être dans l'énergie du néant? Oui, bien sûr. J'ai cru que j'allais dire super, une réponse rapide. Oui, voilà, oui, c'est clair. Voilà, on sait se positionner. Mais je sens le... C'est ça. C'est ça. Alors, oui, le néant, quelque part, n'est pas passif. Le néant est une conscience. Le néant, finalement, est une force. Mais quelque part, le néant est aussi une force d'anéantissement, c'est-à-dire de ce retour au zéro. Quand j'ai fait des études d'art, il y a des mots qu'on était obligé d'inventer parce qu'ils n'existaient pas. J'ai fait beaucoup de photos et de cinéma, et donc à l'époque, lorsque je faisais de l'étalonnage des couleurs, il y avait des clients qui me demandaient
des choses et qui était finalement de retourner vers le gris. C'est-à-dire que finalement, on a l'habitude, par exemple, quand on voit une image, d'imaginer qu'on va l'éclaircir ou l'assombrir. Et certaines fois, les clients me disaient qu'il fallait déséclaircir ou désassombrir. Mais finalement, déséclaircir, ce n'est pas assombrir, c'est aller vers le gris. Et désassombrir, ce n'est pas éclaircir, c'est aller vers le gris aussi. Et finalement, lorsque on enlève, c'est-à-dire qu'il y a au milieu ce pivot. Et donc, je vais quand même attaquer la suite parce que je crois qu'il y aura moins de questions après. Et si vous avez encore des questions, promis, on y répond. Donc, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que finalement, la création n'est pas polarisée comme on nous l'a appris dans les principes du Kybalion, comme nous l'indique la loi de la polarité, la loi du rythme, mais triple. En chaque chose, il y a le milieu, et c'est en ce milieu que chaque chose existe. Et c'est ce milieu qui permet à chaque chose d'exister. C'est-à-dire que le zéro est le contenant et la source simultanément de tout. C'est pour ça que l'exemple du compas est très bon. C'est-à-dire que quand on prend un compas et qu'on fait un cercle, on comprend que la pointe du compas fait un trou et qu'en même temps, il y a le dessin du cercle. Et bien, c'est comme si finalement, quand on fait ça, on a le contenant, le passage et le contenu. Et donc, nous ne sommes pas dans un monde duel, de bipolarité, mais de tripolarité. Cette troisième force qui n'est pas perceptible par nos sens est la force du zéro. Le zéro est une polarité en lui-même. Et il n'y a pas que deux infinis, comme on nous le dit avec l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais qu'il y a aussi l'infiniment neutre, nous pourrions dire. Nous n'avons juste pas les moyens de mesurer cet infini, car il est au-delà de notre zone observable, mais pourtant, il est le grand secret qui nous permet d'aller au-delà du voile de l'illusion. Et c'est en intégrant ce troisième axe, cette tripolarité, que l'on peut comprendre. Je vais vous citer un exemple qui va vous permettre de percevoir un petit peu cela. Imaginons que je suis au milieu d'un immeuble de 10 étages. Et donc, je suis au 5e étage. J'arrive par l'escalier de secours et je me retrouve face à un escalier qui monte et qui descend. Il y a un escalier qui descend et qui va jusqu'au sous-sol, au parking. Et il y a un escalier qui monte et qui va jusqu'au toit. Et je suis au milieu. Si je tente de percevoir cela avec ma manière de percevoir le monde, je devrais faire un choix entre monter et descendre. Je ne pourrais pas simultanément monter et descendre. Donc je ne pourrais pas être dans des états contradictoires simultanés, qui sont de monter et de descendre. On peut le comprendre, pareil en alchimie. Le principe de l'alchimie, c'est de mélanger du feu et de l'eau. Soit l'eau s'évapore, soit l'eau éteint le feu. Mais il est impossible de concevoir qu'on puisse être à la fois dans un état, on va dire, liquide et feu simultané. C'est pour ça que vous comprenez que là-dedans, il y a un immense secret. C'est-à-dire que comment je fais si je veux, donc je reprends mon exemple de l'immeuble, si je veux monter et descendre simultanément? Je dois déjà m'asseoir au milieu de l'escalier. Je m'assois et je me pose. Je vais fermer les yeux. Je vais rentrer en moi. Je vais passer par le point zéro. Et là, je vais aller dans un troisième axe qui n'est plus monter ou descendre, mais qui est rentrer en mon point zéro de plus en plus. Donc il y a un mouvement
intérieur, donc qui n'est pas une stagnation, qui est bien un mouvement, mais dans un troisième axe qui n'est ni monter ni descendre. Et en faisant ce mouvement intérieur, à l'intérieur de moi, je vais expandre ma conscience et prendre conscience au-delà de mon être. Et donc, finalement, en étendant ma conscience, je vais à la fois monter et descendre cet escalier parce que je vais aller dans toutes les directions simultanément. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un troisième axe qui est cet axe intérieur qui devient un pivot, mais qui n'est pas dans la même dimension que celle de monter ou descendre l'escalier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mesurable. Cet axe n'est pas mesurable. Et pourtant, il est le seul axe qui va me permettre de monter et de descendre simultanément cet escalier. C'est-à-dire que cette troisième force, qui est cette force d'aller vers le zéro, mais qui est, encore une fois, un point zéro, qui est une première étape vers la supraconscience. Mais ce point zéro n'est pas la supraconscience. Mais finalement, c'est le grand secret des alchimistes aussi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de la tripolarité du monde. Finalement, en alchimie, on s'aperçoit qu'il y a le principe du soufre, du mercure et du sel, de l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. On avait aussi Hermès Trismégiste, 3 fois grand. La Sainte Trinité. Et on a aussi, par exemple, prenons l'exemple, parce que, en fait, quand une vérité existe, elle est tout le temps multidimensionnelle. Ce que je me suis aperçu dans ma vie, c'est que lorsque je perçois quelque chose ou que je reçois une information, je sais qu'elle est vraie quand elle est applicable dans plusieurs domaines simultanément. Par exemple, ce que j'essaie de vous dire, c'est que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que finalement, cette façon de penser, 1 plus 1 égale 3, elle n'est pas valable en mathématiques, par contre, elle est valable en économie. Et elle est valable dans l'appréhension de la tripolarité. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, des divinités égyptiennes, on prend l'exemple de Isis et Osiris qui représentent le principe masculin et féminin. Ce principe masculin et féminin, en se réunissant, il y a le troisième principe qui est le principe Horus. Ce principe Horus, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, finalement, c'est l'œil qui voit au-delà des apparences. Et dans les sociétés secrètes, cet œil, il est au milieu d'un triangle. Et ce triangle avec cet œil, finalement, c'est ce point zéro. C'est cette accession au-delà de l'illusion. Donc là, encore, on reçoit ce principe de tripolarité. C'est aussi, finalement, la Trinité chrétienne. C'est avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est les 3 rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard. C'est finalement le secret de la véritable magie, de la transfiguration, de l'accession à son corps de lumière, de gloire. Finalement, lorsque Jésus, après sa crucifixion, atteint son corps de lumière, c'est qu'il a atteint la supraconscience. C'est-à-dire qu'il a transcendé la matière pour accéder à l'essence même de la matière, pour être capable de décomposer et recomposer son corps à volonté. C'est-à-dire que finalement, la matière, en langue des oiseaux, donc en langage alchimiste, et là vous allez tout comprendre, c'est l'âme à tiers, un tiers. Donc c'est là où on comprend la tripolarité. C'est-à-dire que finalement, c'est pas l'âme à 2, c'est-à-dire la polarité, c'est l'âme entière. Et donc finalement, nous comprenons que la matière est divisée en 3. Et cette troisième polarité de la matière, c'est le zéro. Et c'est par ce zéro, la compréhension du zéro dans la matière, que nous accédons à la véritable essence de la conscience. Mais pour cela, il nous est nécessaire de quitter notre perception rationnelle, linéaire, matérielle des choses.
Est-ce que dans ton exemple là de trinité, on va dire, de 1 plus 1 égale 3, est-ce qu'on peut prendre cet exemple que j'ai souvent entendu, par exemple, dans un couple, où on est 1 plus 1, hein, mais ça peut 1 plus 1 dans un couple, c'est égal à 3 parce qu'il y a la relation aussi qui serait le troisième, du coup. Oui. Ça illustre ton... Ouais, super, je suis contente, tu as compris un truc. Un autre truc. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter Régine également qui nous rejoint pour ton atelier là en direct ce soir. Pas l'atelier, hein, c'est le fait qu'elle nous rejoigne qui est en direct ce soir. J'ai rien compris, pour le coup. C'est pas grave. Ah, ça me fait plaisir, merci. Je disais que donc je félicitais Régine qui nous rejoignait pour l'atelier en direct ce soir. Et ce n'était donc pas l'atelier qui était en direct ce soir, puisque l'atelier, c'est le 19 décembre, pour ceux qui pourront assister à ce direct. Mais Régine est là avec nous ce soir en direct pendant la conférence et elle nous a donc rejoint en direct pendant le direct. Vois-tu, n'est-ce pas? Je vois. Est-ce plus clair? Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous ne pouvez pas être présent au direct des ateliers, allez-y quand même, parce que déjà vous aurez le replay. En plus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour 27,50 €, vous avez toutes et tous la version téléchargeable. Donc après, vous pourrez la mettre sur votre appareil et y avoir accès donc quand vous le souhaitez. Et vous pourrez donc réécouter les ateliers et participer à toutes les activités que nous ferons pendant les ateliers, comme le fait de recevoir l'activation énergétique qui va déverrouiller nos perceptions subtiles dont parlait à l'instant Sydney, qui vont nous aider à percer et voir donc la matière autrement. Et ce sera aussi efficace en replay que en direct. Donc surtout, ne vous mettez ou enlevez plutôt ce frein qui pourrait être « Oh mon Dieu, mais je ne suis pas là ». Et là, vous vous dites aussi « Ouais, ok, mais imagine, je regarde le replay et j'ai une question. Ah, je peux pas la poser, le direct, il est passé. » Eh bien si, chers amis d'académiciens, académiciennes, vous pourrez poser votre question puisque dans votre espace personnel, vous aurez accès à l'adresse mail de Sydney qui se fait, je le sais, un plaisir à chaque fois de répondre à toutes vos questions, que ce soit avant ou après l'atelier d'ailleurs. Donc allez-y, je vous remets là pour les gens qui sont en direct le lien dans le chat. Et ce sera au plaisir de vous retrouver nombreux ce jour-là. Voilà, c'est important que le mental soit lâche. Donc, c'est-à-dire que l'idée finalement des explications de ce soir, c'est pour finalement que votre mental se mette soit choyé quelque part. Et il est donc, il se sent un peu rassuré. Et du coup, il peut laisser la place à votre moi supérieur pour accéder à ses compréhensions. Voilà. Et il y a Sami Sam qui nous dit « Avec cette explication, je comprends encore mieux la tripolarité dans une relation sacrée, chacun sa complétude, pour rejoindre ce que dit Stéphanie à l'instant. » Oui, c'est-à-dire que finalement, on pourrait dire que la relation, qui pourtant, à la base, provient de rien, parce qu'elle n'est pas palpable, et pourtant, une énergie qui a sa propre nécessité, volonté d'expansion, comme on a pu le voir dans l'abondance. Donc, la relation est une énergie qui a une force de volonté qui dépasse le couple en tant que personne individu. Et donc, finalement, la relation peut nous amener à faire des actions, à vivre à certains endroits ou à fonder une famille, au-delà de la volonté individuelle des personnes qui pourtant sont à la base de la relation. Donc, c'est pour ça qu'on a ce 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et complètement. Pourtant, voilà. Et Sami Sam a également une question. La supraconscience consiste à transcender la matière via le point zéro ? Point d'interrogation. Alors, oui, ça consiste à transcender la matière, mais via les points zéro. Et oui, c'est vrai qu'on avait introduit ce soir cette multi-zéroïtude.
Ouais. Voilà, c'est une pluralité de 0. Mais il me semble d'ailleurs que même en mathématiques, si je me souviens bien, alors peut-être que ça a changé depuis, mais que les scientifiques n'arrivaient pas finalement à calculer mathématiquement le 0 absolu. Il me semble qu'en mathématiques, justement, ça n'existe pas. Enfin, ils arrivent. Enfin, ça existe quand on fait 1 moins 1, on voit bien, on a 1 euro, on dépense 1 euro, bah on a 0 euro, quoi, ça c'est sûr. Mais il me semble que d'un point de vue mathématique, ils n'ont pas réussi à le. Non, c'est qu'en fait, c'est quand tu divises par 2, tu n'arrives jamais à 0. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, un bout de pain et que je le coupe en 2 à chaque fois, je vais avoir des morceaux de pain de plus en plus petits, mais je n'aurai jamais pas de pain. Même si je dois voir la suite au microscope, je n'aurai jamais pas de pain. C'est-à-dire qu'il y a toujours une unité, même dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que finalement, on n'arrive jamais au 0 par ce biais-là. En fait. Il me semblait bien qu'il y avait des histoires justement que le 0 déjà c'était pas clair à la base. Et donc tout ça va s'éclairer pour nous encore plus lors de l'atelier de lundi. Et j'avais une autre question d'ailleurs au sujet de l'atelier, personne ne l'a posée et moi je me la posais, alors du coup je vais me permettre de te la poser. Tu dis qu'on va pouvoir savoir comment utiliser ces compréhensions donc dans notre vie quotidienne, mais qu'est-ce que ça va nous apporter justement concrètement de savoir les utiliser dans notre vie quotidienne? C'est-à-dire que finalement, vous voyez Neo dans Matrix? Bon, ben voilà. On prend la pilule bleue ou la pilule rouge, non? Voilà, c'est ça en gros. Non, mais c'est une fausse blague. En vrai, c'est un peu ça, là, c'est pas conscient. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait cet exemple que j'aime beaucoup de se mettre en arts martiaux. Je l'ai peut-être déjà dit en atelier, je m'en excuse si je me répète. Qui était interrogé lors d'une représentation sportive il y a quelques années, une dizaine d'années, et du coup c'était, on va dire, un vieux Vietnamien de 70 ans qui était la personne avec le plus de dan d'arts martiaux. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui l'interroge et qui lui dit, à votre niveau d'arts martiaux, qu'est-ce qui se passe si on vous attaque? Est-ce que vous avez le droit de vous défendre? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a légitime défense tellement vous êtes fort? Et le vieux maître vietnamien répond, non mais on m'attaquera pas. Le journaliste insiste, il lui demande, mais imaginons quand même qu'on vous attaque. Le vieux maître répond encore une fois, non, mais on ne m'attaquera pas. Le journaliste insiste une troisième fois et le vieux maître s'agace un peu et lui répond. Et il lui dit, vous savez, avec mon niveau d'art martial, l'idée même de m'attaquer n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, soit on subit le réel, soit on en a les clés. Et finalement, ce que ce vieux maître d'art martial essaie de dire, c'est qu'en fait, quand on accède à cette supraconscience, il n'y a plus de différence entre nous et notre environnement extérieur. Nous devenons quelque part l'extérieur et l'extérieur, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes finalement dans cet état de complétude et de permanente osmose avec tout ce qui est. C'est-à-dire que grâce à la supraconscience, on ne fait qu'un avec le tout. Voilà, un petit peu. Effectivement, c'est quand même assez intéressant hein, comme expérience à vivre. J'en profite d'ailleurs pour féliciter et souhaiter la bienvenue également, donc, qui sera avec nous pour cet atelier, Monica. Voilà, bienvenue Monica. Je vous ai remis à nouveau le lien aussi pour les personnes qui n'auraient pas encore eu le temps de cliquer pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on termine pour être sûr que le mental soit, on va dire... Alors, il y a une question qui arrive là effectivement de Mireille. Mireille qui nous dit « Notre réalité est une projection de notre âme selon ce que j'ai appris. Êtes-vous d'accord, Sydney ?» Je mettrai le mot conscience à la place du mot âme, mais en remplaçant par le mot conscience, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, la conscience est omniprésente de partout.
dans chaque atome de vide ou de plein. Et finalement, c'est la conscience à travers le vide qui se manifeste en créant la matière. Donc, d'une certaine manière, oui. Si ce n'est que nous sommes la conscience aussi. C'est-à-dire que nous sommes à la fois le réceptacle et l'essence qui anime ce réceptacle. Voilà. Oui, on peut peut-être dire aussi on est le tout et une partie du tout. Ça marche c'est plus... Non, mais c'est toujours plus subtil avec toi. Donc... C'est ça. Il y a toujours des nuances qui sont des infinis, en fait, sous les mots, tu sais. On les comprend tout au long de notre vie différemment, tu vois. Et du coup, en tout cas, je dirais que après, tout sera plus clair avec la 10e loi. Pardon. Non, mais c'est vrai en plus. Mais ça, ce sera voilà, pour un autre chapitre. Mais en tout cas, là, ce sera quand même très clair avec l'atelier. Vous inquiétez pas, c'était une blague. Ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas chercher à comprendre. Voilà. De vivre cette expérience. Mais en tout cas, c'est l'idée que on devient ce qu'on a toujours été, finalement. C'est-à-dire qu'on cesse de se voir limité. La supraconscience nous permet de déverrouiller cette illusion de n'être que ce personnage qui vit cette expérience. Voilà ce que je peux dire de plus simple. Et Mireille nous dit « Merci pour votre réponse. C'est l'expérience d'une particule qui se modifie quand on l'observe. » Ça fait partie de ça. Ça, c'est l'expérience de la physique quantique, bien sûr. Mais oui, c'est exactement ça. Mais pas que. Mais voilà. Non, et après, on découvrira la suite, sauf si tu as encore peut-être quelque chose à nous dire, une dernière déstabilisation à apporter pour ce soir, ou si c'est bon, on va pouvoir digérer tranquillement jusqu'à l'atelier du 19. Tac. Je pourrais dire pour conclure que le monde, la réalité, n'est pas. Et c'est pour ça que la loi du zéro nous permet d'accéder à cette compréhension ultime. Voilà ma dernière déstabilisation, qui n'en est pas une, mais qui peut être une phrase de la fin, on va dire. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Sydney. Merci à vous tous d'avoir été là. Attendez, Arnaud demande, est-ce qu'il y aura un exercice pratique dans l'atelier? Oui. Ben, c'est magnifique, voilà Arnaud. Vous pouvez sauter sur le bouton pour cliquer et accéder à l'atelier. Sur l'abondance, j'avais donné justement des exercices pratiques et je pense que c'est important d'avoir des activations, mais aussi certaines fois des exercices pratiques. Et donc oui, maintenant j'essaie d'en donner aussi parce que je crois que c'est important de pouvoir aussi, au-delà de l'expérience vécue, donc de la transmission énergétique, des compréhensions aussi qui vont être précisées, c'est d'avoir des outils avec lesquels on peut continuer d'évoluer au-delà des ateliers qu'on peut appliquer au quotidien et ainsi de suite. Super, et là donc commence la salve des merci. Lélia qui disait merci infiniment, Monica, un chaud merci à tous, au 19 alors, Sami Sam qui nous dit merci, Fatima également, merci, à très vite, Mireille qui exactement dit merci Stéphanie et Sydney, vous êtes très intéressants et sympathiques, très bonne fin de soirée à tous, quelle magnifique conclusion Mireille, au plaisir de tous vous retrouver. Ou en direct le lundi 19 ou en replay suivant à quel moment vous allez regarder cette conférence ou à quel moment vous allez pouvoir regarder l'atelier. On vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée, peu importe où vous vous trouviez en francophonie mondiale, et à très très vite. Merci encore à toi Sydney. Merci beaucoup à tous et j'ai fait mon maximum pour être le plus clair possible, mais ce sera encore plus clair. Voilà.
pour l'atelier, je m'y engage. Voilà, si ça n'a pas été. Un grand verre d'eau, on va se reposer un peu, on laisse Voilà, c'est infuser. Super, merci à toutes et à tous. Merci Stéphanie. Encore une fois, c'était génial de vivre ce moment avec tout le monde et avec toi. Et à très très vite pour le 19, pour l'atelier. À bientôt.